Dans l'ombre de la cathédrale de Clermont-Ferrand, elle est là qui attend, emmurée dans la cité médiévale. À mi-pente de cette butte naturelle, sur laquelle s'est édifié au cours des siècles le cœur de ville, apparaît chaque matin, depuis un millénaire, une fleur de pierre dont les pétales de tuiles romaines s'épanouissent sous un ciel changeant. Elle a pour nom Notre-Dame-du-Port. Pour lui redonner cette fraîcheur simple qui est la signature même du roman en Auvergne, Clermont-Ferrand a décidé de restaurer l'édifice, en faisant appel aux hommes de l'art. Sous la direction de Didier Replin, inspecteur général des monuments historiques, et du cabinet Bourdet-Voinchet, l'entreprise Geneste conduit les travaux de restauration avec patience, minutie et un peu d'autre chose, qui ressemble à de la passion. On a affaire à un personnel qui comprend le matériau. Je dis souvent, qu'est-ce que c'est qu'une architecture? C'est le concerto de l'homme et de la matière. Donc vous avez un concerto d'un maçon avec son mortier, d'un tailleur de pierre avec sa pierre, d'un menuisier avec son bois, d'un couvreur avec sa tuile, ou son ardoise, ou sa lauze. Donc pour moi, chaque ouvrier ou chaque chef de chantier, et autres, quel que soit son métier, c'est un véritable artiste de la matière. C'est-à-dire c'est un artiste qui met en œuvre la matière par son savoir-faire et par, je dirais, cette espèce de jeu où il va jusqu'aux limites d'utilisation de la matière. Et c'est pas seulement une recette, c'est là où c'est important, c'est aussi un geste. Et un geste qui est totalement personnel, où avec ce qui est toujours frappant dans toutes les techniques anciennes, c'est d'une part la modestie des outils. Si vous prenez un tailleur de pierre, c'est peut-être le plus flagrant. Le tailleur de pierre, il n'a que deux outils, un maillet et un ciseau. Et avec ce maillet et ce ciseau, qui sont modestes, qui sont humbles, qui sont simples, il obtient des résultats extraordinaires parce que qu'est-ce que vous avez entre les deux? Toute l'épaisseur du savoir-faire humain. Les doigts sont très durs, il faut quand même faire attention parce que si on y va trop fort, c'est tellement serré parce que c'est fait avec du mortier chaud et mortier ciment. C'est tellement serré que si on ne fait pas attention, on casse les arêtes de la pierre. Justement, à mon avis, tous les ouvriers et artisans qui travaillent dans les monuments historiques font appel à leurs cinq sens. Et non seulement la vue, ils ne goûtent pas la pierre, mais ils la sentent, ils l'écoutent. On écoute une pierre, on sait s'il y a une fissure à l'intérieur. Et je pense que le toucher est extrêmement important puisque c'est eux-mêmes qui ont le rapport direct avec la matière par le toucher. Les entreprises, d'ailleurs, monuments historiques, c'est ce qui est assez passionnant, c'est qu'elles vont de la prestation la plus traditionnelle à la prestation la plus novatrice, avec des nouveaux produits, sachant néanmoins que la technique doit toujours servir le monument et pas l'inverse. Dans le cas de Notre-Dame-du-Port, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il y a eu un changement radical à une période donnée, à partir du 19e, où avant, on a un édifice qui n'a très peu évolué dans sa disposition tant architecturale que du décor. Et à partir du 19e, on a pris un parti qui n'existait pas avant, complètement différent, qui a été d'enlever toutes les peintures. Quand on sait que l'Auvergne est le premier patrimoine français pour la peinture murale, parce que c'était la région de France qui avait le plus de peinture murale, vous en avez encore partout dans les petites églises, on s'aperçoit bien qu'aujourd'hui, toutes celles dans lesquelles on a détruit ces peintures, on a perdu un patrimoine considérable de peinture murale. Comme je dis, quand on regarde un monument, qui est derrière chaque pierre? Qui est derrière chaque peinture? Qui est derrière chaque couverture? Pourquoi ils l'ont fait? Et d'arriver à comprendre
quel était leur état d'esprit au moment de la création. Donc il faut avoir toutes les données historiques. Après, c'est presque scientifique, arriver à connaître toutes les altérations ou modifications que le monument a suivies au cours des siècles. Sachant que c'est le monument qui doit parler et non pas nous qui devons imposer notre goût du jour à une restauration. Dans les choix que l'on fait aujourd'hui, c'est justement de remettre en valeur tout l'apport humain qui était apporté par ces couleurs, qui est là, on répond au savoir-faire des gens qui savaient parfaitement ce mur est fait pour être enduit, celui-ci ne l'est pas. Bien, vous avez des monuments en France, comme les abbayes cisterciennes, qui n'ont jamais été couvertes d'enduit, mais la pierre est travaillée totalement différemment, et le tailleur de pierre savait que sa pierre ne serait pas recouverte. Donc c'est une autre. Et je trouve que dans les restaurations, il est très important de faire parler ceux qui ont fait les monuments, ceux qui ont travaillé dessus, comme les maçons, les tailleurs de pierre et les décorateurs, parce que c'est eux qui ont eu ce rapport avec la matière. Nous, on le pense, eux, ils le vivent. C'est même un lieu, je dirais, presque de communion. C'est-à-dire, c'est un lieu de communion, bien sûr, avec le sujet principal, pour les chrétiens de la foi, mais c'est également, je trouve, et on le voit bien, à quel point même ceux qui n'ont pas d'intérêt ni de connexion avec l'Église visitent ces monuments-là, parce que je pense qu'ils reconnaissent, sans le savoir, qu'ils sont dans des monuments inspirés. Des monuments inspirés parce qu'il y a cette dimension humaine derrière. Et comme je dis souvent, ce qui n'est pas très joli, pardon, mais seuls les monuments inspirés savent transpirer. Notre-Dame-du-Port, c'est la rencontre entre la communauté médiévale, ses mythes, ses croyances, et l'impérative nécessité de donner un sens au quotidien des mortels. Pour comprendre les actes qui fondent un tel édifice et en conduire la restauration, les hommes du XXIe siècle doivent mettre leurs pas dans ceux de leurs prédécesseurs. Jeudi plus haut était à 22 mètres, que la surface représentait 7000 m², je crois, 4000 m² d'enduit, 3000 m² de pierre, que pour arriver à ce stade de finition-là, entre les deux corps d'état qu'il y a eu, nous et les décorateurs avec qui on a travaillé, il y a eu à peu près entre 10 et 12 passages, donc 10 et 12 fois 7000 m². Le début de Notre-Dame-du-Port, c'est quand même le VIe siècle, hein, avec la première construction ici d'un édifice dédié à Marie et construit par saint Avite. D'après les textes, elle s'appelait à l'origine Sainte Marie principale, mais elle a dû être débaptisée, on pense, à l'époque où la cathédrale a été dédiée à Marie aussi, et donc cette basilique ne pouvait plus être la principale. Les historiens maintenant s'accordent pour penser que c'était courant du XIIe siècle
et sûrement à partir du premier quart du XIIe siècle jusqu'à la fin du XIIe. Donc un chantier qui s'est fait d'un seul jet, et assez rapide pour un chantier de cette envergure-là. Est-ce que les gens du quartier n'avaient pas déjà l'habitude de l'appeler Notre-Dame-du-Port, ce qui explique qu'on l'aura appelé comme ça, mais on ne sait pas bien. C'est le nom du quartier, c'est un quartier marchand où tous les commerçants arrivaient ici, un quartier des entrepôts et qu'on disait portus en latin. Oui, donc c'est un quartier très marchand et on peut imaginer très cosmopolite. On devait avoir des gens qui venaient de régions très diverses et sûrement un quartier où on devait entendre parler des langues très diverses. Ce qui me pose beaucoup de questions, c'est de voir que sur les sceaux du chapitre des chanoines au XIIe siècle, le blason, c'est un écusson surmonté de l'effigie de Notre-Dame-du-Port. Et l'écusson représente un bateau. Donc déjà, il y avait cette idée-là dedans, mais pourquoi, je ne sais pas bien. Est-ce que, par hasard, Notre-Dame-du-Port serait celle qui nous indique le bon port, là où on doit aller, et qui rejoindrait quelque part le message des chapiteaux, puisque le parcours nous amène à l'ouverture des portes du royaume de Dieu. C'est peut-être là que l'on doit aller. Et Marie nous indique le chemin. Durant des siècles, puis avant, pendant et après le chantier, jamais la lumière, véritable doigt de Dieu, n'a cessé d'arpenter cet édifice porté par le temps pour jouer avec ses volumes et en révéler quelques secrets. C'est en décembre 2008, révélé par les mains de ses jardiniers, que cette rose de Noël a offert une floraison hivernale aux Clermontois, croyants ou curieux tout simplement, mais unanimement atteints par la grâce du lieu.